Dire que John Franklin se montre indulgent pour Ernda le tuait, pas très sérieusement sans doute, et je ne vois pas le nier à rester fidèle à de vieilles saignées amitiés. C'est son petit garçon qui lui tient à sœur, j'imagine, et il y eut moins de critiques que d'habitude. Murray est formidable sur Keats et Shakespeare 4. Lawrence formidable aussi, mais mégalomane. Ils ont lancé une maison des Didons, comme la nôtre, laquelle a fait faillite tout n'a jamais démarré, ce qui a brisé les espoirs de Co, et Lawrence, qui a cru que tout Londres le suivrait au Mexique, s'y est retiré avec la seule Brett. Sidney a une vision claire et comique de tout ce événement, mais laisse entendre qu'il y a bien autre chose encore dans les profondeurs. Moi, je crois plutôt que le pauvre monstre sort à la lumière. Et maintenant, pour l'amour du ciel, qu'on me laisse lire un peu. C'est la lecture, et non l'écriture qui pâtit de Londres. Mardi 18 novembre, Lady Colfax m'interrompt. Je lui demande de m'appeler Virginia. C'est fait. Ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis il faut un certain formalisme dans l'écriture. On doit respecter l'art. Cela m'a frappé en relisant quelques-unes de mes notes ici, car si on laisse l'esprit courir à sa guise, il devient égoïste, personnel, ce que je déteste, comme Robert Grave. En même temps, il faut que brûle le feu imprévisible, et pour qu'il se déchaîne peut-être doit-on commencer par être chaotique, mais non pas se montrer sous cet aspect au public. Je poursuis ma route à travers les chapitres de la folie dans Mrs. D. J'en suis à me demander si le livre n'aurait pas été meilleur sans eux. Mais c'est une réflexion après coup, qui tient à ce que je sais maintenant comment m'y prendre avec elle. Il semble que ce soit toujours à la fin que je vois comment j'aurais dû écrire tout l'ensemble. Lady Colfax m'a fait trembler. Je ne puis écrire. Nous étions, ou plutôt j'étais, au dîner d'adieu de Mary hier soir, et mon ressens aujourd'hui ayant d'abord cassé ma montre à 3h15, à cause d'un agent qui m'interpellait, j'avais fait chauffer de l'eau sur le feu au sol tant j'étais gelée, et je me sentais comme roulée dans du sable, malaise qui persiste. La haute société jouait aux beaux esprits. Duff Copé, Lady Diana et toute la bande, comme ils disent, et ce qui m'a surtout amusé, c'est de les voir comme une bande. Voilà bien le seul mérite de ces soirées, y voir les individus sous un jour différent de celui où ils se montrent en privé. On voit des groupes, on obtient des ensembles, des impressions générales à partir des nombreux éléments qui se combinent sous eux. Je suis sûr que Proust aurait exprimé ce que je veux dire là, ce grand écrivain que je ne puis lire quand je corrige, tant il est persuasif. Il donne l'impression qu'il est facile de bien écrire, alors qu'en réalité on ne fait que glisser sur des patins empruntés. Henry James vous donne le même élan trompeur, ainsi qu'en témoigne ce que j'ai écrit après l'avoir lu, et lu Miss Bosanquet. Le livre de Murray, Keats et Shakespeare ne devait paraître qu'en 1925. En octobre 1924, les dissensions entre les responsables de l'Adelphi, qui était devenu de plus en plus visiblement un simple véhicule des idées de Murray et des écrits posthumes de Catherine Mansfield, furent telles que Kotelianski renonça à son poste et à ses ambitions de directeur commercial. D.H. et Frida Lawrence, accompagnés de Brett, avaient quitté Londres en mars 1924 pour regagner le Mexique. Les Est et John Hutchinson quittèrent Riveos, en Smith, pour s'installer aux 3 Albert Road, à présent Prince Alberry, Nerucoa, Regence Park 569. Redire 1924 que j'essayais d'obtenir que John Franklin se montre indulgent pour Mrs. Dalloway pour cent pas très sérieusement sans doute, et je ne vois pas le nul à rester fidèle à de vieilles semi-amitiés. C'est son petit garçon qui lui tient à sœur, j'imagine, et il y eut moins de critiques que d'habitude. Murray est formidable sur Keats et Shakespeare. Lawrence formidable aussi, mais mégalomane. Ils ont lancé une maison d'édition, comme la nôtre, laquelle a fait faillite tout n'a jamais démarré, ce qui a brisé l'espoir de Co, et Lawrence, qui a cru que tout Londres le suivrait au Mexique, s'y est retiré avec la seule Brett. Sidney a une vision claire et comique de tous ces événements, mais laisse entendre qu'il y a bien autre chose encore dans les profondeurs. Moi, je crois plutôt que le pauvre monstre sort à la lumière. Et maintenant, pour l'amour du ciel, qu'on me laisse lire un peu. C'est la lecture, et non l'écriture, qui pâtit de Londres. Mardi 18 novembre, Lady Colfax m'interrompt. Je lui demande de m'appeler Virginia. C'est fait. Ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis il faut un certain formalisme dans l'écriture. On doit respecter l'art. Cela m'a frappé en relisant quelques-unes de mes notes ici,
Car si on laisse l'esprit courir à sa guise, il devient égoïste, personnel, ce que je déteste, comme Robert Grave. En même temps, il faut que brûle le feu imprévisible et pour qu'il se déchaîne peut-être doit-on commencer par être chaotique, mais non pas se montrer sous cet aspect au public. Je poursuis ma route à travers les chapitres de la folie dans Mrs. D. J'en suis à me demander si le livre n'aurait pas été meilleur sans eux. Mais c'est une réflexion après coup, qui tient à ce que je sais maintenant comment m'y prendre avec elle. Il semble que ce soit toujours à la fin que je vois comment j'aurais dû écrire tout l'ensemble. Lady Colfax m'a fait trembler. Je ne puis écrire. Nous étions, ou plutôt j'étais, au dîner d'adieu de Mary hier soir, et m'en ressens aujourd'hui ayant d'abord cassé ma montre à 3h15, à cause d'un agent qui m'interpellait, j'avais fait chauffer de l'eau sur le feu au sous. Seul tant j'étais gelée, et je me sentais comme roulée dans du sable, malaise qui persiste. La haute société jouait aux beaux esprits. Duff Copé, Lady Diana et toute la bande, comme ils disent, et ce qui m'a surtout amusé, c'est de les voir comme une bande. Voilà bien le seul mérite de ces soirées, y voir les individus sous un jour différent de celui où ils se montrent en privé. On voit des groupes, on obtient des ensembles, des impressions générales à partir des nombreux éléments qui se combinent sous eux. Je suis sûre que Proust aurait exprimé ce que je veux dire là, ce grand écrivain que je ne puis lire quand je corrige, tant il est persuasif. Il donne l'impression qu'il est facile de bien écrire, alors qu'en réalité on ne fait que glisser sur des patins empruntés. Henry James vous donne le même élan trompeur, ainsi qu'en témoigne ce que j'ai écrit après l'avoir lu, et lu Miss Bosanquet. Le livre de Murray, Keats et Shakespeare ne devait paraître qu'en 1925, en octobre 191 à 1, les dissensions entre les responsables de l'Adelphi, qui était devenu de plus en plus visiblement un simple véhicule des idées de Murray et des écrits posthumes de Catherine Mansfield, furent telles que Cottelians renonça à son poste et à ses ambitions de directeur commercial. D.H. et Frida Lawrence, accompagnés de Brett, avaient quitté Londres en mars 1924 pour regagner le Mexique. Les Est et John Hutchinson quittèrent Iveos, à Nunersnit, pour s'installer aux 3 Albert Road, à présent Prince Albert Road, Regence Park 1, accent aigu, entre 1924 561. Daddy est revenu hier et nous avons passé un après-midi très gai. Tellement plus agréable qu'une réception arrivée aux Elmines. Si j'ai menti à Mary sur ces points à téléphone, à empaqueter Freud, moi avec 2 vestes, carongel, et les cheveux XD, lit, lui en manche de chemise. C'est ainsi que l'on connaît les gens, que Roll extirpe la moelle, non pas lorsqu'on est en équilibre au bord d'un siège sur un plancher glissant et que l'on se force à rire, stimulé par le vin et les petits fours. Clive naturellement se transforme en un grand bourgeois, parlant haut, familier en même temps que fringant. Lytton reste assis dans son ombre verte et n'en sort que lorsque arrivent les 2 jeunes gens. Philippe Ritchie a un peu trop bonne opinion de lui-même, comme il advient toujours lorsque Lytton s'intéresse à ces jeunes-là. J'ai admiré Nessa qui s'est rendue à cette soirée, pour laquelle chacun, tout émoustillé, s'était mis sur son 31, dans la vieille robe brun-rouge qu'elle a faite, je crois, elle-même, à la réflexion. Il me semble que ce qui compte dans l'écriture, c'est de trouver le rythme. Si demain matin je trouvais le bon rythme, la césure de ma phrase au bon moment, j'écrirais d'un trait. Il y a là beaucoup de choses à quoi j'aimerais réfléchir davantage. Il ne s'agit pas seulement du style du mot juste mais d'une certaine façon de faire s'élever la pensée qui est en vous. Dieu merci, j'entends la clé de L. Grisle se lève et se fiche sur place. La voilà maintenant qui remue la queue et trotte vers la porte. Brouillard humide et très froid ce soir, mais je disais que j'admirais l'indépendance de Nessa vis-à-vis de l'opinion d'autrui, ce qui la rend bien supérieure à toute esthète de loup creuse. Elisabeth, samedi 13 décembre, Ponsonby voulait je sans nul doute ajouter. Mais tout cela s'est évanoui, et il se pourrait que ce journal meure, non pas de Londres, mais de la Hogarth Press. Voici 14 jours que nous sommes au cœur d'une longue révolution touchant à nos éditions. Daddy s'en va, Marjorie s'en va, Marjorie reste, Angus Davidson arrive. Ce résultat final n'a été atteint qu'au prix de 40 millions de mots. Pour ma part, je n'avais jamais considéré Daddy comme un associé permanent. Daddy et ses complets gris-argent, ses chemises roses, son visage rose et blanc, poudré, ses nerfs, ses manières, son goût pour les éloges. Au contraire, Angus me donne déjà l'impression, au bout de 3 jours, d'être stable et digne de confiance.
Comme je parle toujours ici d'argent, de compliments et de critiques, je commencerai par avouer que mon pamphlet est ce qui se vend le plus mal, et puis que Harpes m'offre au moins 50 livres pour écrire l'article d'ouverture du Times, et moi qui ai essayé à un moment d'en obtenir 15 de Jack Squire. Je propose donc 3 articles par an à Richmond, et pour peu que ce soit fructueux, cela nous facilitera la voie pour abandonner la nation, but que je ne perds jamais de vue, même si ce travail offre bien des avantages. 6. Les volumes 1 et 11 des Collected Papers de Freud furent publiés par la Hogarth Press en novembre 19,4. Elisabeth Ponsonby, 1900-1940, fille d'Arthur Ponsonby, ministre du tout récent cabinet travailliste, qui appartenait à une coterie émancipée dont les journaux parlaient comme de T.L. cette brillante jeunesse de Daddy Ryland avait espéré pouvoir s'occuper de la HOI-Tréma, Art Press, tout en travaillant à un mémoire universitaire, mais il s'aperçut que c'était trop pour lui. Il proposa donc pour le remplacer un de ses, une Isangu Davidson, 1898-198 diplômé de Cambridge, qui écrivait des articles de critique pour La Nation F.A. Tena et Homer Brownender Bennett, paru dans la collection des pamphlets de la Hogarth Press. Je parcours maintenant au grand galop à Ernest Dalloway, retapant le livre, presque en entier, depuis le début, ce qui est plus ou moins ce que j'ai fait avec la traversée des apparences. Bonne méthode, je crois, car Mtation CSN vient à passer un pinceau mouillé sur le tout, fondant les uns dans les autres des morceaux qui ont été composés séparément et qui ont séché. Réellement, sincèrement, je trouve que c'est le plus réussi de mes romans, mais je ne l'ai pas encore lu de sang-froid. Les critiques vont dire que c'est décousu, parce que les scènes de la folie n'ont pas de lien avec les scènes d'Alloway. Et il est possible que l'écriture ait parfois un brillant un peu superficiel, mais est-ce irréel? Est-ce un simple tour de force? Je ne le pense pas. Et comme je crois l'avoir déjà dit, j'ai l'impression qu'il m'a fait pénétrer profondément dans les couches les plus riches de mon esprit. Je peux maintenant écrire et écrire un défi, pas de plus grand bonheur au monde. L'hiver londonien est rempli de pièces brillamment éclairées, de rues sombres menant à de brillantes visions, mais je ne me rappelle que le thé avec Etelsan, un déjeuner avec Lady Colfax, au fait, c'est Sibyl maintenant, une réception hier soir chez Gumbo, mais Joris Strachey, tout cela m'ayant procuré beaucoup de plaisir parce que c'était en tenue de ville et sans façon. Ray ressemble absolument à un très beau matou qui, ayant été coupé, est devenu énorme et ne bouge jamais. Elle est là, à sourire de ses yeux bleus vert de chat. Elle nous envoie, non sans éveiller mon appréhension, son dernier roman. Il y avait aussi Julia Strachey, à qui j'ai fait subir un contre-interrogatoire. C'est une bonne Ariane très douée. Les Cévitas sont tous les deux très demandés. 5 a passé une commande urgente ce matin et Angus se précipite. Mais je ne vais pas laisser la H-Presse dévorer complètement cette page. Querelle, j'en veux un peu à mes Joa, qui me reproche de critiquer sa vie privée et qui prend 3 semaines de congé, ce qui nous en laisserait terminer peu, et apprendre Dieu sait quand. Mais elle a les nerfs à vif, est terrifiée à l'idée de tomber malade, de nous quitter, agitée, malheureuse, tantôt crispée, tantôt obséquieuse, faisant venir ici Tom Marshall, alors qu'elle doit divorcer de Ralph Wright et de Cyril, ce qui, d'après moi, la distrait de son travail et diminue mes chances de vendre mes livres. Je suis persuadée, maintenant que nous avons Angus, que c'est à des relations de travail d'une bienveillance impersonnelle qu'il nous faut tendre, moins de sympathie et davantage de travail. Vita, clivait-on en beau dire, les gens se bousculent à la H-Presse, et on ne peut pas les repousser. Bernadette Murphy était prête à venir. Angus est tombé comme un fruit mûr de l'arbre. Vita explique que l'héritier de Redcliffe VI, son cousin, la supplie de résister à la contamination de Bloomsbury, personnifiée par l'exterminatrice de serpents, VW voici qui ne me plaît qu'à moitié jusqu'à fin février 1927. VW orthographiera ainsi, à sa manière, le prénom de Sibyl Colfax III. Ce nouveau roman de Ray Strachey ne fut pas publié par la Hogarth Press. Julia Frances, 1901-1979, belle-fille de Ray, était la fille unique d'Oliver Strachey et de sa première femme Ruby Meyer, dont il avait divorcé en 1908. Élevée surtout par de vagues parents bien intentionnés, et au collège de Bedale, elle partageait alors un appartement avec une autre jeune femme et essayait de gagner sa vie.
Elle devait devenir un écrivain original, mais peu prolifique. Ralph Wright s'était associé avec Bean et Garrett, leur permettant d'installer leur librairie dans un local plus commode, au 30 Gerrard Street tout proche du Club 1917. Il était un des nombreux amants de Marjorie, et si celle-ci continuait à se prétendre la femme de Joa, elle ne fut jamais ni mariée à lui ni en instance de divorce avec lui. Bernadette Murphy avait fait office de secrétaire auprès du groupe de Londres, en 1926, surnom emprunté à un roman de Charlotte Monsieur Lionge de Hunquier, Iretcliffe, donné par dérision à Édouard Sackville-West qui escomptait, lui aussi, hérité du titre et des propriétés des Sackville à la mort du père et de l'oncle de Vita décembre 1924 563 lundi 21 décembre vraiment, c'est une honte toutes ces pages blanches dans ce journal. Londres a décidément un effet nuisible sur les journaux intimes. J'ai dans l'idée que ce cahier-ci est le plus maigre de tous, et je doute d'oser l'emporter à Rodmell, ou, si je le fais, de pouvoir y ajouter grand-chose. Cette année a été riche en événements, comme je l'avais prophétisé, et la rêveuse du 3 janvier a vu bien de ses rêves se réaliser. Nous voici à Londres seuls avec Nelly. Radie est partie, remplacée par Angus, il est vrai. Ce qui ressort de là, c'est que changer de maison n'est pas le cataclysme que je croyais. Après tout, on ne change ni de corps ni de cerveau. Je n'en suis pas moins absorbée par mes écritures faisant un ultime effort pour venir à bout d'une copie de .1 RSD afin qu'elle puisse la lire à Rodmell, et puis je file vite porter les derniers coups aux communs des lecteurs. Et ensuite, eh bien je serai libre. Libre enfin de rédiger une ou deux autres de ces nouvelles qui se sont accumulées. Je suis de moins en moins sûre que ce soit des nouvelles, ou sûre de ce que c'est. Mais je sais que je sers de si près que possible mes propres idées et que j'arrive à leur donner une forme acceptable. J'estime qu'il y a de moins en moins de déchets, mais j'ai mes hauts et mes bas. Quant au succès et à l'argent, le long article que Clive m'a consacré paraît dans le Dia. 50 livres, semble-t-il, du Harpis. Comme le dit elle, il est clair que nous pouvons tous les deux gagner ce que nous voulons avec notre plume. Nous n'aurons plus jamais à discuter pour obtenir 15 livres de Jack Squire. Je consacre tellement de temps à des parlottes avec des gens de passage au sous-sol avec des personnes précises, comme est-elle sans Elena Richmond, Vita ici, en haut, que lorsque j'écris, j'ai tendance à ruminer, à chanter mes propres louanges et à faire le résumé du travail du mois. Comme la société vous montre bien ou plutôt les autres sous votre vrai jour. Roger l'autre soir avec Vita, par exemple. Il est devenu aussitôt l'étudiant non conformiste, le jeune homme obstiné, avec son regard droit et honnête, je le voyais très jeune, qui ne dira jamais ce qu'il croit n'être pas vrai. L'effet sur Vita fut désastreux, et l'honnêteté intransigeante est une qualité suspecte. Elle dénote souvent un manque d'imagination, elle dénote une certaine complaisance à s'affirmer meilleure que les autres. Très curieuse à déterrer chez Roger après tant d'années de relations sans heurts. En général, il se montre aussi bienveillant. Son sang Quaker se rebelle contre le vin généreux qui coule dans les veines de Vita, et celle-ci est accoutumée à parler art et à distribuer des éloges sans beaucoup de discernement, ce qui passe dans son milieu, mais pas dans le nôtre. La discussion prenait un tour épineux lors que ce bon garçon de Cliff fit son apparition et entreprit d'amadouer cette brave aristocrate obtuse, passionnée, cette espèce de grenadier qu'est Vita. Et puis Sprott est arrivé, un rabat-joie, s'il en fut jamais. Nous avons vu aussi Aldington 9, qui vous rend visite à la manière d'un commerçant venu prendre des commandes. C'est un homme sympathique et direct, un peu et Virginia Woolf, de Clive Bell, paru dans le numéro de décembre 1924 du Dia, de New York. Roger Free et Vita Sackville-West dînèrent chez les Woolf le vendredi 19 décembre. E.G. Richard Aldington, 1892-1962, poète, romancier et critique. Ami d'Ezra Pound, il avait précédé Eliot au poste de rédacteur en chef adjoint de Egoist. Il s'était occupé, avec Lady Ottoline Morel et V.W., de lancer une souscription en faveur d'Eliot, voir V.W., journal, 19 juillet 1922, note 13, et bien qu'Eliot eût exsangrafté et repoussé cet arrangement, les inscriptions continuaient d'affluer, et il est possible que ce soit à ce sujet qu'Aldington fit une visite au 52 Tavistock Square 564 décembre 1924 brusque, énergique, le regard un peu fuyant,
qui fera son chemin dans la vie. Mais, c'est ce que font tous les jeunes gens, pas les jeunes femmes, ou chez les femmes, c'est stigmatisé, non pardonné, comme chez les hommes. Ce sont ces réflexions que je voudrais débrouiller lorsque j'écris, ou du moins celles-ci parmi d'autres. Nous nous sommes embrassés, Marjorie et moi là, penchés sur la petite tombe, nous nous embrassâmes encore dans les larmes, ma froideur, dit-elle, lui avait rendu tout travail impossible. Debout dans l'embrasure de la porte, nous nous sommes expliqués. Je l'aime bien, j'aime son intégrité foncière, sensible une fois que l'on a transpercé cette façade qu'elle présente, médiocre comme un comptoir de solde. Toutes nos amitiés de Bloomsbury prospèrent, croissent avec une luxuriante vigueur. Je tremble à la pensée de cet enchevêtrement étroit et gigantesque qui sera le nôtre si notre coterie vit encore 20 ans. À Noël, il faudra que j'écrive à Lytton pour lui demander si je puis lui dédier le commun des lecteurs. Et ce sera, je crois, le dernier de Yves livre que je dédierai à quelqu'un. De quoi parlons-nous? Je regrette de ne pouvoir noter nos conversations. Avec Helena, ce fut Rob que nous discutâmes elle, faisant très imposante matrone, parée selon la mode de South Kensington, avec ses perles et un manteau noir garni de tigre. Tout en noir, cossu et mûr. J'aime prendre les rênes. J'ai fait une randonnée en voiture avec ma grand-mère. Nous avions des chevaux du camp et faisions environ 10 lieues par jour. Je suis allée à une grande réception l'autre soir, où tout le monde s'extasiait sur Mrs. Carnegie. Vous vous souvenez de Mrs. Chamberlain, Virginia, si charmante dans une robe rose ajustée, et en grand décolleté? Toutes les femmes, dans la salle, portaient des robes à plastron en crêpe. Georgette Daddy lui a infiniment plu, elle en parlait comme de ce charmeur, ayant été, je crois, soulagée de rencontrer ici un être humain. Vita parla de la critique. L.G. Wellesley voudrait créer un second prix Hawthornden, réservé aux poètes. Je protestais que mieux vaudrait le décerner aux critiques. À quel titre? Aux critiques, dit Vita, pour ajouter ensuite, étant manifestement à l'école des articles parus sur ses propres livres, un peu noyés dans l'encre fait, qu'il n'y avait jamais de critiques qui fussent du même avis. Cela suffit à lancer Roger sur le chapitre d'une critique esthétique, d'une critique constructive. On en revient sans cesse au même sujet, sans aucun doute. Il n'empêche que nous avons toujours des épaves à écarter de nos éditions. Presque chaque jour des gens viennent nous voir. J'apprécie mes après-midi passés à composer, et j'estime que c'est la vie la plus saine qui soit, car s'il me fallait passer mon temps à écrire, ou simplement à me remettre d'avoir écrit, il m'arriverait ce que l'on voit chez les lapins quand ils se reproduisent trop exclusivement entre eux. Je ne produirai plus que de chétifs lapins blancs. Un certain Peter Millet 13, rencontré chez Gumbo, confirmé dans cette idée l'autre soir. Je rencontre quantité d'hommes à présent. Edis, N s'agit là d'un rappel de Tennyson, la princesse il, chant d'introduction 11 n'a pas été retrouvé de lettre à Lytton sur ce sujet, mais le comime des lecteurs est bien dédié à Lytton, Strachey. D'origine américaine, née Mary Endicott, Mrs. Carnegie avait été la troisième femme de Joseph Chamberlain, puis sa veuve. Elle épousa ensuite, en 1916, le révérend W.H. Carnegie, recteur de Saint-Mactaret, Westminster. V.W. avait connu les Chamberlain à Kensington, dans sa jeunesse. Peter Millet n'a pu être identifié. Décembre 1924 56. Voici qu'une sorte de petite grive, du nom de Tonlin, venait sculpter mon buste. On a coupé cet après-midi l'arbre de derrière, l'arbre que je voyais par mon soin liré, au sous-sol. Les se rendirent à Monkshods la veille de Noël en emmenant Aigu Davidson. Yves avait cette fois encore collaboré avec Quentin Bell pour donner au Charleston Bulletin un supplément de Noël intitulé Laï, un siade, qui rapportait des scènes apocryphes. Le lavis et feu d'un cangramme, mais les deux finis ne purent se réunir. Il faisait un temps épouvantable et nous avait débordé. 14. Stephan Tonlin, 1901-1937, fils cadet de Sir Thomas Tonlin, juge à la haute cour, avait abandonné ses études de droit à Oxford pour devenir sculpteur. Doué d'un charme, d'une sensibilité et d'un homme exceptionnel, il s'était, à la suite d'une visite à la librairie de Bunny Garnet, lié d'amitié avec celui-ci, et avec ses amis de Bloomsbury. V.W. finit par consentir à poser pour lui 1,925 le 2 janvier. Les Wolves quittèrent Monkflous pour rentrer à Londres. 4 Volt W continua d'utiliser son cahier de l'année 1924,
KYXI. Mardi 6 janvier vraiment, ce n'est pas à mon honneur, mais je vais enchaîner d'une année à l'autre, car je ne peux me résoudre à gaspiller tant de pages blanches. Avec quel panache je commençais l'année 1924. Et aujourd'hui, pour la énième fois, Nelly m'a donné ses 8 jours, ne veut pas recevoir d'ordre, doit faire comme font les autres filles. C'est l'effet de Bloomsbury. Tout compte fait, j'ai bien envie de la prendre au mot. Le désagrément d'avoir à régler notre vie sur ses caprices, l'influence des autres filles, voilà qui s'avère trop lourd, si bonne cuisinière qu'elle puisse l'être, et bien qu'elle soit aussi une vieille fille honnête et bourrue, digne de confiance dans l'ensemble. Mais quelle incurable faiseuse d'histoire, avec son toupet et ses lubies. Toujours est-il que la question des domestiques ne me tracasse plus beaucoup. Nous avons dîné hier soir aux 3 Albert Road, dans la nouvelle villa de Mairie. J'aime commencer l'année sur de chaleureux sentiments d'amitié, et ce fut un dîner superbe. Les enfants y participaient eux aussi, une charmante fillette et un garçonnette. Une fillette au ravissant regard de femme, compatissant, apeurée, mais en même temps vive comme une enfant. Il faudrait que je me mette à décrire des personnes de mon sexe. Que voulais-je dire en parlant de son expression, une extrême jeunesse, mais aussi une manière de sentir qui, on le savait d'instinct, avait existé de toute éternité, très féminine. Là, l'idée me vient d'une histoire, mais je suis continuellement en train d'inventer des histoires maintenant, de courtes histoires, des scènes. Par exemple, Le vieillard, un portrait de L.S. 2. Le professeur qui pérore sur Milton, essai de critique littéraire 3, et maintenant l'interruption, des femmes qui parlent entre elles. Mais revenons-en à la vie réelle. Où en sommes-nous? Mary et Saint John Hutchinson avaient 2 enfants, Barbara, née en 1911, et Jérémy, né en 1915. VW avait déjà envisagé l'automne précédent d'utiliser les listes Fan, son père, pour une scène, voire 17 octobre 1924, ce qui devait aboutir à la promenade au phare. Le professeur a été incorporé à Mrs. Dalloway, voire VW, l'œuvre romanesque, Stock, 1977, page 307. 568 mars 1925. J'ai passé la matinée à rédiger une note sur une pièce élisabéthaine en vue de laquelle j'ai lu du théâtre toute cette année. Puis je n'y suis aperçu que l'aiguille des minutes de ma montre s'était détachée, alors que je parlais de Samuel Richardson avec Lytton, hier soir enfin. C'est à ce moment-là que je m'en suis aperçu, si bien que je suis allé voir l'heure. Louis, la salle d'imprimerie, j'y ai trouvé André et Léonard occupés à préparer la note de Simpquin. Je suis restée et j'ai bien ri. Après une promenade avec le chien tout autour du square, elle est partie pour son bureau. Moi, je suis rentrée pour composer une page de Nancy. Ensuite, je suis allée porter ma montre à réparer chez Ingersoll. Puis j'ai promené le chien. Puis je suis revenue ici. C'est qu'il fait une vraie journée d'hiver, d'une noire texture. Étendue de trottoir d'un noir d'encre aux endroits sans lampadaire. Jamais je ne parviendrai à décrire toutes les journées que j'ai remarquées. Je ne trouve pas l'expression juste, pas tout à fait, ni lorsque je me relirai peut-être verrai-je alors ce que j'ai voulu dire sur le moment. Rodinel ne fut que bourrasque et inondation. Il n'y a pas d'autre mot. Rivière a bel et bien débordé. Nous avons eu 7 jours de pluie sur 10. J'ai une fois reculé à l'idée d'une promenade. Elle taillait les arbres, ce qui demandait un courage héroïque. Mon héroïsme à moi ne fut que littéraire. J'ai révisé Mrs. Dalloway. C'est bien ce qu'il y a de plus ennuyeux à faire lorsqu'on se mêle d'écrire, de plus décourageant, de plus exigeant. Le pire se trouve au début, comme toujours, là où l'aéroplane occupe plusieurs pages à lui seul, et cela traîne à n'en plus finir. Elle l'a lu et pense que c'est ce que j'ai fait de mieux, mais n'est-ce pas qu'il est obligé de le penser? Mon avis rejoint pourtant le sien. Il trouve qu'il y a plus de cohésion que dans la chambre de Jacob, bien que ce soit difficile à voir, étant donné qu'il n'y a pas de rapport entre les 2 thèmes. Toujours est-il qu'on l'envoie à Clark 9, et que les épreuves seront là la semaine prochaine. Cela pour Harcourt et Brass, qui ont accepté le livre sans l'examiner et m'ont augmenté de 10%. Je n'ai pas vu grand-chose de Rodmel, ayant dû garder les yeux fixés sur ma machine à écrire. Angus est venu passer Noël avec nous. C'est un jeune homme très discret, très attentionné, dénué d'égoïsme, réfléchi et doté d'un charmant sens de l'humour incolore, selon Lytton, passif.
mais je n'en ai pas moins bonne opinion de lui. Mercredi 18 mars, ces dernières pages font partie du commun des lecteurs et furent écrites au lit alors que j'avais la grippe, et maintenant, ayant enfin expédié les dernières épreuves des notes sur une pièce élisabéthaine parue dans le TLS du 5 mars 1927. Angus Davidson avait remplacé George Ryland à la Hogarth Press en décembre 1924, et il devait y conserver son poste jusqu'à la fin de l'année 1927. Simpkin, Marshall, Hamilton, Camp et compagnie était une agence de vente et de diffusion de livres. Parallax, le long poème de Nancy Cunard, devait être publié en avril 1925, à la Hogarth Press. La compagnie des montres Ingersoll avait 2 établissements dans Kingsway, R&R Clark Limited, imprimeur à Édimbourg 10, Harcourt, Brass et compagnie étaient les éditeurs de VW aux États-Unis. Ce passage fait suite à la page portant une longue esquisse extrêmement remaniée du paragraphe final, sur Sir Thomas Browne, de Elizabeth Lambert-Out, qui constituait un chapitre du Conimon Reader, apparaît quelques jours plus tard, le 23 avril 570 avril 1925 mercredi 8 avril nous venons de rentrer de Cassis. Bien des fois, pendant que j'y étais, je me suis dit que j'écrirais souvent ici pour noter quelques-unes des impressions que je peine à arriver. Que se passe-t-il? Nous prend par myriades dans mes filets, mais nous dépouillons de tout pour plonger dans le courant, et je suis obsédé par l'idée absurde que le temps me manque d'une pause pour écrire, ou que j'ai quelque chose d'important à faire. Maintenant encore je vais à toute allure, fiévreusement, pensant la moitié du temps, voyons, il faut que je m'arrête pour promener Grisy, le chien, il faudrait que je révise mon livre américain. En fait, je devrais essayer d'économiser une demi-heure de mon emploi du temps, pour la consacrer à la rédaction de ce journal. Lui donner un nom, lui assigner une place, et alors peut-être, puisque tel est l'esprit humain, en viendrai-je à considérer qu'écrire ici m'est un devoir et à négliger d'autres devoirs à cette fin. Je suis sous l'impression du moment, qui est celle, complexe, de revenir du midi de la France vers cette vaste, mystérieuse et paisible intimité Londres, telle qu'il m'est apparu hier soir, fracassé maintenant par l'accident dont j'ai été témoin ce matin, et par cette femme qui gémissait faiblement, oh, 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 coincée contre une grille, une automobile sur le corps. Toute la journée j'ai entendu cette voix. Je ne me suis pas approché pour offrir un secours, mais tous les garçons boulangers et toutes les marchandes de fleurs l'ont fait. Un formidable sentiment de la brutalité, de la sauvagerie du monde m'en est resté. Cette femme en marron qui suivait le trottoir, et tout à coup une automobile rouge capote, lui retombe sur le corps et l'on entend ce « oh, oh, oh ». J'étais en route pour voir le nouveau logement de Nessa 2, et j'ai rencontré Duncan dans le square, mais, comme il n'avait rien vu, il ne pouvait rien ressentir de ce que je ressentais et Nessa non plus, qui fit cependant l'effort de rapprocher cela de l'accident d'Angelica au printemps dernier 3. Mais je protestais que ce n'était qu'une passante en marron et nous avons visité la maison avec assez de calme. Depuis la dernière fois que j'ai écrit ici, ce qui remonte à quelques mois, Jacques Ravra est mort, après avoir longtemps désiré mourir. Il m'avait écrit au sujet de Hitir Dalloway une lettre à laquelle je dois un des plus beaux jours de ma vie. Je me demande si je n'ai pas cette fois-ci vraiment mené à bien quelque chose. Oh, bien sûr, rien de comparable à Proust où je suis plongé en ce moment. Ce qu'il y a de remarquable chez Proust, c'est cette combinaison d'extrême sensibilité et d'extrême acharnement. Il scrute le papillonnement des nuances jusque dans leurs plus infimes composants. Il est aussi solide qu'une corde de violon et aussi subtil que la poussière des ailes du papillon. Et j'imagine qu'il va à la fois m'influencer et me mettre en fureur à chaque phrase que j'écrirai moi-même. J'ai dit que Jacques est mort. 1. L'article de W. Le roman américain paru dans la Saturday Review of Literature, New York 1 août 1925. 2. Nessa occupait maintenant une partie du 37 Gordon Square 3. On trouvera plus haut, 5 avril 1924, le récit de l'accident d'Angelica, la fille de Vanessa Bell et d'un camp grand 4, pour Jacques Ravra et sa femme Gwen voir 17 octobre 1924, note 6. Environ un mois avant la mort de Jacques Ravra, V.W. lui avait envoyé les épreuves de Mrs. Dalloway. Il avait écrit en réponse «
J'ancien presque à souhaiter vivre encore un peu pour continuer à recevoir des lettres et des livres tels que les vôtres. Je suis flattée. Et vous savez l'importance de ce sentiment dans nos réactions et fière et ravie. La correspondance des VW avec Gwen et Jacques Ravra est conservée parmi les MHP, à la bibliothèque de l'Université du Sussex. Aussitôt l'armée des émotions a commencé son siège. J'ai appris la nouvelle alors que nous recevions ici, Clive, Bacon, Julia Strache 6-5, Daddy. Pourtant, je ne suis plus disposée à me laisser impressionner par la mort. J'aimerais quitter la pièce tout en parlant, inachevé, une phrase banale resterait en suspens sur mes lèvres. C'est l'effet qu'a eu sur moi l'annonce de cette mort, pas d'adieu, pas de soumission, mais quelqu'un qui sort pour entrer dans les ténèbres. Pour Gwen, toutefois, ce fut un épouvantable cauchemar. Tout ce que je puis faire pour l'instant est de garder mon naturel avec elle, ce qui, je crois, est d'une très grande importance. De plus en plus souvent je me répète mon interprétation de Montaigne, c'est la vie qui comptait. J'attends de voir quelle forme définitive prendra tout naturellement qu'assise dans Ilion Esprit. Il y avait les rochers. Nous allions nous y asseoir en plein soleil après le petit déjeuner. Elle, tête nue, écrivait sur ses genoux. Un jour, il trouva un oursin. Ils sont rouges avec des piquants qui frémissent légèrement. Et puis l'après-midi nous partions en promenade, grimpions tout droit la pente pour aller dans les bois, où une fois nous avons entendu des automobiles et découvert la route de la Ciotat, juste au-dessous de nous. Elle était pierreuse, très raide et brûlante. Nous entendîmes aussi un jour comme un grand ramage d'oiseaux, ce qui me fit croire à des grenouilles. Les tulipes rouges et dentelées étaient écloses partout dans les champs. Tous les champs sont de petites plateformes anguleuses, taillées dans la pente et striées de vignes, avec, ça et là, le rouge, le rose, le violet des rameaux de je ne sais quel arbre fruitier. Par-ci, par-là une maison aux arêtes vives, passée à la chaux blanche, jaune ou bleu, les volets étroitement fermés, entourés de sentiers plats, et même, une fois, de rangées de giroflées. Partout une propreté, une netteté incomparable. À la Ciotat, de grosses barques oranges s'éloignaient sur l'eau bleue de la petite baie. Toutes ces baies sont très arrondies et frangées de ces maisons aux teintes pâles, très hautes, aux fenêtres garnies de volets, retapés, écaillés, parfois avec un pot et des touffes de verdure, parfois avec du linge qui sèche ou encore une vieille femme qui regarde. Sur la pente, qui est pierreuse comme un désert, séchaient des filets, et puis, dans les rues, des enfants et des jeunes filles qui bavardaient et flânaient, toutes avec des châles au ton passé et des robes de cotonnade, tandis que les hommes défonçaient la terre de la grande place pour en faire une cour pavée. L'hôtel Cendrillon est une maison blanche au sol de briques rouges, qui peut héberger une huitaine de personnes. Il y avait Miss Togo, les Odoirs, Miss Betsy Robert, Monsieur Gurney, Monsieur Francis, et enfin Monsieur Hugues Anderson et Monsieur Garotonlin. Chacun mériterait des pages pour les décrire. Et puis l'atmosphère de l'hôtel m'a mise en tête de nombreuses idées. Elle était tellement froide, tellement indifférente, d'une politesse si superficielle, et elle mettait en évidence la bizarrerie de ce genre. Béatrice Isabello, plus tard Mrs. Mark Lubbock, auteur d'affaires Il y a un petit pont Hélène, Kné, une raie me sauta sur les genoux, dont d'un grand fit le portrait en 1926, Julia Strachey, 1901-1979, voire plus haut, 13 décembre 1924, note 3, Georges Infray Wolfers Henri Land, Daddy, voire plus haut samedi 13 décembre 1924, note soit, poème russe Tafota, Bure et Tafta, dédié à VW, paru en décembre 1925, voir Montaigne dans 71e comme au Reader, page 95, Buon of Death, Iris Life Detmart VW, écrivit ce jour-là à Gwen Ravra, voir VW, de l'été, II, numéro 547, et également numéro 1550, daté du 1 mai 1915. Eus Kelton Anderson, voir plus loin, 19 juillet 1925, et l'honorable Georges Garotonlin, 1898-1931, frère aîné du sculpteur, Stéphane Tonlin, voir plus loin, 27 mars 1926.
Les autres pensionnaires n'ont pas été identifiés. Bip, 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 bip. Nouvelle alors que nous recevions ici en tout droit la pente pour aller dans les bois, où une fois nous avons entendu des automobiles et découvert la route de la Ciotat, juste au-dessous de nous. Elle était pierreuse, très raide et brûlante. Nous entendons et même, une fois, de rangées de giroflées. Partout une propreté, une netteté incomparable. À la Bip, 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 bip. Bop, 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 bop. C'est comme si j'avais lancé une pierre dans une mare et que les eaux autrement se tussent refermées sur elle sans une ondulation. Et je suis parfaite dit, elle est seconde ni sereine, ne me suis encore jamais sentie aussi détachée, et si nature, je dis cela, c'est simplement pour RNE souvenir la prochaine fois du sublime cheminement de mes livres. J'ai posé pour Vogue, ou plutôt pour les Becs, chez eux, dans leur med, que Monsieur Wolney s'était fait bâtir en guise d'atelier, et c'est peut-être là qu'il pensait à ma mère dont il demanda à la main, je crois. Mais l'idée qui m'occupe en ce moment, c'est qu'il existe pour tous une multitude d'états de conscience, et j'aimerais étudier l'état de conscience réception, l'état de conscience robe, etc. Les milieux de la mode, chez les Becs. Mrs. Garland était là, qui dirigeait une présentation, en offre certainement un. Les gens y sécrètent une enveloppe qui les unit et le protège des autres, ces corps étrangers qui sont, comme je le suis moi, même, en dehors de l'enveloppe. Ces états de conscience me causent bien des difficultés, il est visible que je cherche mes mots, mais je ne cesse d'y revenir. L'état de conscience réception, par exemple, l'état de conscience de Sibylle. Il ne faut pas le violer, c'est quelque chose de réel. On doit le préserver, sans faire complice. Mais je n'arrive pas à exprimer ma pensée. Et puis je voulais faire une esquisse rapide de Graves avant de l'oublier. Imaginez un homme aux yeux comme des boulons, chemise bleue, tête nue, les cheveux ébouriffés, en par-dessus bleu, planté sur le seuil, le regard fixe, à 4h30, vendredi. Mrs. Wolfe et moi qui craignais et devinait là quelque génie national, quelque jeune homme résolu à épancher son cœur, je l'expédiai en hâte au sous-sol, où il déclara « Je suis grave. Je suis grave ». Tout le monde le dévisagea. Il avait l'air d'avoir traversé les airs à 100 à l'heure, pour se poser un instant là. Enfin, il monta. Et moi, maligne que je suis, je compris que m'avancer la bouilloire à la main, que j'avais saisie avec une lavette, était précisément la méthode, l'attitude, la pose qui convenait. Le pauvre garçon n'est qu'en phase, profession de foi et affectation. H a une frustre ressemblance avec Shelley malgré un nez bosselé et des traits brouillés. Mais avoir conscience d'être un génie ne vaut rien à personne. Il resta jusqu'à 7h15. Nous devions aller voir César et Cléopâtre. Une pièce étrange, romantique, empoulée de Bernard Shaw. Ses débuts et nous dûmes Maurice Adambeck, 1886-1960. Et son associé Norm MacGregor étaient à cette époque les photographes en chef de Vogue. Leurs ateliers se trouvaient aux 4 Marie le Bonne Méou. Les Méou s'étant d'anciennes écuries converties en habitations et souvent en ateliers, et le terme désigne aussi les Nialouins parce qu'ils les desservent. L'atelier des Becs avait, en fait, été bâti en 1861 par le sculpteur pré-raphaélite Thomas Wolney, qui l'avait adossé à sa maison nouvellement construite au 29 Welbeck Street. À peu près à la même époque, il avait sollicité la permission de sculpter un buste de Julia Jackson, la mère de VW, qui lui inspirait une admiration plus qu'artistique et à laquelle il avait fait une demande en mariage. Essuyant un refus dans les deux cas, Beck et MacGregor avaient pris des photographies de VW l'année précédente, et l'une avait été reproduite dans un numéro de Vogue vers la fin du mois de mai 1924. Un autre portrait, datant de la séance de pose évoquée ici, devait paraître dans un autre numéro de la revue, au début de mai 1926.
Madge Garland était alors la responsable de la rubrique haute couture de Vogue et devait le rester pendant toute la période où Dorothy Todd occupa le poste de rédactrice en chef. Lady Colfax. Robert Landgrave, 1895-1985, poète et romancier. En 1918, il avait épousé Nancy Nicholson, la fille, à peine âgée de 18 ans, du peintre William Nicholson. Les informations concernant la manière de vivre et l'ascendance de Grave, résumées quelques lignes plus loin par V.W., sont développées dans l'autobiographie du poète intitulée Goodbye Yoaimal, Adieu à tout cela, parue en 1929. La Hogarth Press avait déjà fait l'autobiographie de livres de Robert Graves et devait en publier encore 4 autres par la suite. La pièce de Bernard Shaw était donnée au Kingsway Theatre par la troupe du théâtre de Birmingham. Les Wolves se rendirent à la soirée du 23 avril un jeudi, ce qui implique que V.W. fait erreur en indiquant que la visite de Grave eut lieu un vendredi 576 avril 1925 le lui dire, car il était englué dans d'une description de sa manière de vivre, comme jamais abeille ne le fitait dans miel. Il fait la cuisine, sa femme, le ménage, ils ont qu'à cuit à l'école communale, les des légumes, ils se sont mariés à l'église, Salem porte son nom de NCY Nicho 1S0 refuse d'aller à Garsington, lui a déclaré, il me faut une maison qui ne coûte rien, au bord d'une rivière, dans Titi village au clocher carré, proche, mais pas trop, de la voie ferrée toute chose lui a procuré, n'ignorant pas qu'elle sait ce qu'elle veut. Du fait qu'elle porte son nom de Nicholson, ses amis se sont partagés en 2 clans, les moutons et les chèvres. Dans tout ce bavardage, nous n'avons vu que l'égocentrisme habituel des jeunes gens, d'autant plus que celui-là nous a fourni l'information qu'on ne lui demandait pas, qu'il descend du doyen recteur évêque von Ranke, ETC, etc., etc., et cela, uniquement pour avoir l'occasion de dire qu'il méprise ces gens. Ce n'en est pas moins un charmant jeune homme, ingénu et cervelé, mais pourquoi notre âge nous vaut-il de subir ces pesantes justifications? Assurément autrefois on pouvait vivre simplement sans avoir à le proclamer. J'ai cherché, peut-être, puisque c'est là ma faiblesse, à m'insinuer dans ses bonnes grâces, mais elle est restée implacable. Puis on nous offrit un billet d'entrée pour un match de coupe, Graves étant venu à Londres, pour la première fois depuis 6 ans, tout exprès pour y assister. Il ne peut voyager en train sans être malade, est passablement fier de sa sensibilité, mais que voulez-vous, il faut bien qu'il y ait aussi des gens sensibles, des benets bredouillants, bégayants qui peut-être mettent en valeur leur petit coin de l'Oxfordshire. Et le dimanche nous avons fait notre première promenade, à Epping 26. Mercredi 29 avril vite, car mort m'attend, il faut que je consigne la longue visite crépusculaire, émouvante, plutôt trépidante et surexcitée, de Tom, hier soir, venu nous annoncer qu'il s'était libéré. Mais je n'ai pas encore envoyé ma démission de la banque. Quelque situation providentielle qui lui fournirait les 4/5 de son salaire actuel et une garantie, lui étant, humainement parlant, assurée à partir d'octobre prochain qu'elle lui vienne de Lady Rothermere, qui est maintenant très charmante, ou de la revue, il ne l'a pas dit. Et puis il a une maison en vue, près de Sloane Square, avec un loyer de 58 livres seulement, espère ainsi prendre un nouveau départ, a réfléchi à sa situation toutes ces dernières semaines, qu'il a passé seul et avec du temps à revendre. Il a vu toute sa vie sous un de cette sortie LW à noter dans son journal, était l'octo en train, et marché fort et d'Epping, IBH et Chingford, puis retour en Carvé, W devait probablement lire Fie and Farewell, Saluer adieu, de George Moore dont elle devait donner une critique à Vogue qu'il a publié au début de juin 1925. La Providence envoyait à Eliot, par l'entremise d'intermédiaires bénévoles, un poste au comité directeur de la maison d'édition Faber et Goyer, plus tard Faber et Faber, qu'il devait occuper en novembre 1925 et conserver jusqu'à sa mort. La revue littéraire trimestrielle Criterion, créée pour Eliot, qui en était le rédacteur en chef depuis 1922, avait été subventionnée par Lady Rothermere, femme du propriétaire de journal Alfred Armsworth, vicomte Rothermere. Faber et Goyer acceptaient maintenant d'en partager les responsabilités financières et, par la suite, de les assumer, tout ce qui valut à la revue de devenir successivement de New Criterion, Monthly Criterion, puis un nouveau Criterion.
Jusqu'à sa disparition en 1939-29, les Elliott devaient s'installer au 57 Chester Terrace, maintenant Chester Road, à peu de distance de Sloane Square. 578 mai 1925 flottait maintenant dans mon sillage comme mi-vieille bouteille alors que je cingle vers de nouvelles aventures. Et si la même chose arrive à Dalloway, pourquoi m'en étonnerais-je? Mais il faut que j'écrive elle, ouais. Lumie Catherine, et voici la feuille de température d'un livre. Nous sommes allés à Cannibridge 2, et Goldie a déclaré qu'il me considérait comme le meilleur critique actuel. 3. Ewart, le paralysé, a demandé à sa manière brusque et hargneuse, qui est-ce qui a écrit cet article si exceptionnel? Paru voici 2 ou 3 mois dans le sup, je me suis montré moi-même du doigt. Et puis il y a une critique railleuse dans la revue Country Life, autant dire un anonnement imbécile, qui veut expliquer ce qu'est le commun des lecteurs, et d'après Angus, une autre, dans le Star 6 qui tourne en dérision la couverture de Nessa. Cela me laisse présager bien des critiques, fondées surtout sur mon obscurité et ma bizarrerie, et quelque enthousiasme, une vente au compte-gouttes et une réputation accrue. Oh, pour cela oui, ma réputation s'accroît. Mais j'ai mal à la tête, ne puis aller au concert avec Angus, et elle donne son dîner d'adieu à Randall, et c'est un soulagement de rester tranquillement ici, décommander un rendez-vous offre un plaisir suprême. J'aimerais pouvoir décrire Pernell, Cambridge, Braithwaite et Ewart, et ajouter aussi un petit mot sur Thomson 9. Cambridge est un lieu ravissant où s'enfle, comme en tout lieu maintenant, la vague du passé. En côtoyant la maison des Darwin, j'ai vu les saules, j'ai pensé, avec cette affection maternelle de plus en plus grande, qui me vient maintenant, à moi mais Missy, à Rupert. Puis j'ai gagné Newnham où j'ai émoustillé Mrs. Palmerl en lui prétendant que Pernell allait épouser un archevêque. Non, j'y renonce. Mrs. Asquith m'est restée sur l'estomac. Je vais lire Mort avant le dîner, un journal, et je m'y remettrai encore après dîner jusqu'au retour de Léonard. Non, je n'ai pas envie d'entendre du bac, et en donnant les billets à Angus, je lui ai assuré la compagnie d'un charmant jeune homme. Voir VW, de l'été, II, numéro 1550. Les Wolves se rendirent à Cambridge le samedi après-midi pour que LW puisse assister à la réunion des apôtres dans la soirée. Ils rentrèrent à Londres le dimanche soir. Gold sortit, Goldie, Lord Dickinson, dont il est souvent question au début du journal de VV, membre de la Société des apôtres. Professeur, il avait renoncé à son poste de maître de conférence en sciences politiques à Cambridge en 1920. Davy Ewart, 1905-1965, qui devait devenir un bibliophile et un éditeur de renom, terminait sa dernière année à Cambridge. Il était atteint de dystrophie musculaire. La revue Country Life du 2 mai 1925 contenait une critique non signée qui avait pour titre que lit le commun des lecteurs. L'auteur y jouait sur le mot reader, qui signifie aussi bien lecteur que recueil de textes. La critique parue dans le Star était de Horace Rogoy, du dessin de la couverture. Il écrivait que seul un artiste conscient d'en être un pouvait s'en être tiré aussi mal. Le 3 mai 1925, John R. Randall atteignit ses 50 ans de service à l'Athenaeum, maintenant couplé avec la Nation, au titre de correcteur d'épreuves. Il prit sa retraite au mois de janvier suivant, où LW, au nom de tous ses collègues, lui remit un baromètre. Pendant que LW dînait avec ses frères apôtres, VW se rendit à pied à Newnham College, pour y dire avec la directrice, Pernell Strachey, la 4e des 5 sœurs de Lytton. Elle passa devant Empty Grange, la demeure des Darwin, au bord de la rivière, confère une chambre à soi. Chapitre 1. Richard Bevan Braithwaite, 1900-1990, et George Derwent Thomson, 1903-1987, étaient tous deux des apôtres, et tous deux voués à une carrière universitaire. 10. Ellen Elizabeth Palmer, 1887-1954, directrice des études à Newnham College, veuve, était la sœur du vieil admirateur de VW, Walter Land, voir VW, journal, 11. Le compte-rendu, intitulé Gypsy or Gouvmes Romanichel ou gouvernante que de Navé, du livre de Margot Asquith, place Saint-Persan. Lieu et personne paru dans la NA du 16 mai 1915,
Belle journée printanière, tous les arbres étaient en feuilles dans le parc que nous avons traversé en voiture, court-elle. Au coin du feu, parler de la mort de Karel qui promenait encore son chien une près qu'avant sa 1111. La réserve mémo, pareil à un squelette, pareil à une morte du cancer ambulante, pas de médecin. R14, 111 mots sur elle créant, 58 volumes marrons de son journal sans doute brûlé maintenant. Samedi 9 mai je rentre à l'instant, après avoir vu une pièce du théâtre grec à Chiswick, en compagnie de Lydia et de Bertha Ruck. Belle journée printanière, tous les arbres étaient en feuilles dans le parc que nous avons traversé en voiture, court pèlerinage qui remonte à une promenade avec Nessa, Clive et Toby, où Toby fut d'accord avec moi pour trouver à Hyde Park plein d'urbanité. Quant au commun des lecteurs, le sup, lui consacre près de 2 colonnes de louanges sobres et judicieuses de ce genre ni trop peu auquel me condamne le Times, et Goldie m'écrit ce qu'il en pense, que c'est de la critique anglaise sous son meilleur jour, humoristique, spirituelle et profonde. Je suis donc voué à tous les extrêmes comme à toutes les médiocrités. Mais je n'inspire jamais de critique enthousiaste au sup, et il en ira de même avec Dalloway, dont le tour approche. Je suis fort bu et excédé d'avoir siégé à côté de Sally Oignon, cet hippopotame qui suinte la concupiscence à la vue des jeunes danseurs. Hier soir nous avons fait maigre chercher les sangères, dont le sens du confort et le goût sont d'une médiocrité qui me navre. Oh, va pour un peu de beauté dans la vie comme dirait peut-être Bertha Ruck. Cette femme impudique que nous avons déposée dans une ignoble maison de South Kensington. On aurait dit une écuyère de cirque ainsi vêtue de pâle jacona, avec un œillet, et des incisives striées de rouge au contact de ses lèvres. Quant à la petite Lydia, elle m'a plu. Comment son esprit fonctionne-t-il? Comme une alouette qui prend son essor, une sorte d'instinct grandiose l'anime. J'imagine qu'elle a une très bonne nature et qu'entre les mains de Ménard elle est bien orientée. Hier soir nous avons reçu Morgan et Brass, Ménard implorant Léonard de venir le voir ayant été opéré pour s'être cassé un os du poignet, aurais-je dû ajouter, mais on est maintenant. La cousine de VW, Kat Stephan, qui avait été directrice de Newnham College de 1911 à 1920, et que VW a déjà évoqué un peu plus haut ainsi que son abondant journal, voire plus haut, 19 février 1923. La Cambridge Amateur Dramatic Company joue à Île Hélène et le Cyclope de Ripid au Chiswick Empire le 9 mai, dans des versions anglaises de J.T. Shepard, qui fit une causerie préliminaire sur Euripide et la comédie. VW avait par mégarde mourir la romancière populaire Bertha Ruck, M.N. Olivet, Sally, Oignon, 1878, 1978, dans la chambre de Jacob, voir QB, I, pages 146 et 147, où une note nous apprend que Miss Ruck croit se souvenir qu'il s'agissait d'une représentation des grenouilles d'Aristophane, et non de 2 pièces d'Euripide. Mrs. Wolfe a critique. Mrs. Wolfe critique article qui parut dans le TLS du 7 mai 1925. La lettre de G.L. Goldie, Dickinson, portant la même date, est classée parmi les MHP, Sussex. CP, Charlie, Sangère, 1871, 1930, avocat à la chancellerie et apôtre, et sa femme Anna Dorothea, Dora, née Pierce, habitait Oakley Street, HLCA. VW qui les connaissait déjà avant son mariage aimait beaucoup Charlie Sangère, mais moins sa femme. Donald Clifford Brass était un des cofondateurs de la maison d'édition américaine Harcourt et Brass. Il était venu prendre le thé chez Pernelle s'est montré simple et naturel comme jamais encore. Nous avons papoté au coin du feu, parlé de la mort de Karel qui promenait encore son chien une près qu'avant sa 1111. La réserve mémo, pareil à un squelette, pareil à une morte du cancer ambulante, pas de médecin. R14, 111 mots sur elle créant, et les 58 volumes marrons de son journal sans doute brûlés maintenant. Samedi 9 mai je rentre à l'instant, après avoir vu une pièce du théâtre grec à Chiswick, en compagnie de Lydia et de Bertha Ruck. Belle journée printanière, tous les arbres étaient en feuilles dans le parc que nous avons traversé en voiture,
Court pèlerinage qui remonte à une promenade avec Nessa, Clive et Toby, où Toby fut d'accord avec moi pour trouver Hyde Park plein d'urbanité. Quant au commun des lecteurs, le sup, lui consacre près de 2 colonnes de louanges sobres et judicieuses de ce genre ni trop peu auquel me condamne le Times, et Goldie m'écrit ce qu'il en pense, que c'est de la critique anglaise sous son meilleur jour, humoristique, spirituelle et profonde. Je suis donc voué à tous les extrêmes comme à toutes les médiocrités. Mais je n'inspire jamais de critique enthousiaste au sup, et il en ira de même avec Dalloway, dont le tour approche. Je suis fort bu et excédé d'avoir siégé à côté de Sally Oignon, cet hippopotame qui suinte la concupiscence à la vue des jeunes danseurs. Hier soir nous avons fait maigre chercher les sangères, dont le sens du confort et le goût sont d'une médiocrité qui me navre. Oh, va pour un peu de beauté dans la vie comme dirait peut-être Bertha Ruck. Cette femme impudique que nous avons déposée dans une ignoble maison de South Kensington. On aurait dit une écuyère de cirque ainsi vêtue de pâle jacona, avec un œillet, et des incisives striées de rouge au contact de ses lèvres. Quant à la petite Lydia, on m'a plu. Comment son esprit fonctionne-t-il? Comme une alouette qui prend son essor, une sorte d'instinct grandiose l'anime. J'imagine qu'elle a une très bonne nature et qu'entre les mains de Ménard elle est bien orientée. Hier soir nous avons reçu Morgan et Brass, Ménard implorant Léonard de venir le voir ayant été opéré pour s'être cassé un os du poignet, aurais-je dû ajouter, mais on est maintenant. La cousine de VW, Kat Stephan, qui avait été directrice de Newnham College de 1911 à 1920, et que VW a déjà évoqué un peu plus haut ainsi que son abondant journal, voire plus haut, 19 février 1923. La Cambridge Amateur Dramatic Company joue à Hélène et le Cyclope d'Euripide au Chiswick Empire le 9 mai, dans des versions anglaises de J.T. Shepard, qui fit une causerie préliminaire sur Euripide et la comédie. VW avait par mégarde et mourir la romancière populaire Bertha Ruck, M.N. Olivet, Sally, Oignon, 1878, 1978, dans la chambre de Jacob, voir QB, II, pages 146 et 147, où une note nous apprend que Miss Ruck croit se souvenir qu'il s'agissait d'une représentation des grenouilles d'Aristophane, et non de 2 pièces d'Euripide. Mrs. Wolfe a critique. Mrs. Wolfe critique article qui parut dans le TLS du 7 mai 1925. La lettre de G.L. Goldie, Dickinson, portant la même date, est classée parmi les MHP, Sussex, CP, Charlie, Sangère, 1871, 1930, avocat à la chancellerie et apôtre, et sa femme Anna Dorothea, Dora, née Pierce, habitait Oakley Street, HLCA. VW qui les connaissait déjà avant son mariage aimait beaucoup Charlie Sangère, mais moins sa femme. Donald Clifford Brass était un des cofondateurs de la maison d'édition américaine Harcourt et Brass. Pernell s'est montré simple et naturel comme jamais encore. Nous avons papoté au coin du feu, parlé d'écrire mon cher Desmond que j'ai eu de plaisir, retrouvé. Il m'a tendu les 2 mains et je l'étais asseoir dans son fauteuil et nous avons parlé jusqu'à 7 heures. Il est passablement usé, vieilli, titipeliant, je crois, par un pensée qu'il a passé 45 ans sans avoir rien accompli, sauf évidemment, engendrer ses enfants, qu'il adore à savoir N4 et qui, Dermo et Rachel qui ne sont que Tri et Gazoï à la flûte ou à piano. Tous ses rapports avec autrui sont féconds et florissants, mais, oh, dit-il, dans une allusion à Osinan, il ne faudrait pas le laisser renoncer à la bourse des céréales pour la littérature. J'ai vu qu'il songeait aux 50 articles qu'il a écrits en 5 ans, à ce fouillis de vieux articles qui gisent au fond de classeurs poussiéreux, et voilà maintenant que Geoffrey Scott est incité à traiter d'On. C'est ce que Desmond aurait dû faire en 1912. Je me souviens qu'il m'a raconté l'histoire à Brunswick Square. J'ai donc déclaré que j'allais prendre la chose en main et la mener à bonne fin, ce qu'il a touché, car les enfants, cela ne suffit pas. Après tout, on éprouve le besoin de faire quelque chose par soi-même, seul. Et 5 classeurs d'articles poussiéreux, cela fait plutôt pauvre et minable pour 45 ans. Il a aussi loué avec enthousiasme le commun des lecteurs,
auquel il va consacrer un article 27, et puis nous avons potiné à loisir, de Vernon-Lee avec ses bacs de pacotille dingo exquis, sa maîtrise de l'italien, et son optique malveillante qui fait qu'elle n'ose pas écrire ses mémoires, de Lydie Langtry 29 descendant les marches du théâtre, et sa fille vaguement visible derrière elle, une beauté qui m'a frappée en pleine poitrine, de Logan et d'Ottoline, car le cancer d'Alice est réveillé, une vie lamentable, le comble du malheur, pauvre femme, Logan ayant déjà la nouvelle Mrs. BR d'un côté, sera au supplice si Ottoline vient s'installer dans les parages. Mais comme un imbécile, Logan n'a rien expliqué de tout cela, et s'est contenté de se plaindre que la paix campagnarde du village de Chelsea serait détruite par Ott, ce qui naturellement a indigné celle-ci. Dans tout cela, Desmond joue un rôle de conciliateur et d'intermédiaire, car tout le monde fait appel à sa bienveillance. Les enfants des McCarthy étaient Michael, 1907-1973, Rachel, née en 1909 et Dermot, né en 1911. Michael se fit agriculteur, Dermot médecin et Rachel devait épouser un écrivain, Lord David Cecil, et publier un roman. Il semble que Desmond McCarthy ait voulu exprimer là l'espoir que son fils Michael, qui se destinait à l'agriculture, s'en tienne à cette profession aussi satisfaisante qu'utile, faire pousser et vendre du blé, plutôt que d'affronter les difficultés et l'insécurité de la vie littéraire. Le poète à haussement avait passé 10 années au bureau des brevets avant de se convertir à la littérature et de publier ses poèmes. Geoffrey Scott, dont le second livre Portrait Obsèque paru cette année-là ne traita pas d'Onne. Il est fait allusion aux intentions de Desmond sur ce sujet dans VW, de l'été, numéro 617, daté du 21 mai 1912. L'essai qu'avait écrit Desmond fut incorporé à son livre Criticisme, 1932, qui offre un choix de ses articles accumulés au cours d'innombrables années de critique littéraire. En 1915, comme on peut le voir un peu plus loin, 15 mai et 1 juin 1925, de même que dans VW, de l'éther, il, N01553, daté du 17 mai, mais qui est probablement du 20. VW passa en revue les articles de Desmond et l'encouragea à en faire un livre, mais ses efforts restèrent vains. Desmond McCarthy, sous la signature d'Aimable Faucon, donne une critique du commun des lecteurs, un livre hors du commun dans le New Statesman du 30 mai 1925. Vernon-Lee était le pseudonyme de Violet Paget, 1856-1935, écrivain prolifique en particulier sur le sujet de l'histoire culturelle de l'Italie. Elle habitait Florence, mais faisait de fréquents séjours à Londres. Émilie Lee, née Le Breton, 1853-1929, veuve d'Edgar Langtry, et maintenant Lady de Bath, actrice et célèbre beauté que l'on appelait le lys de Jersey. Sa fille, Jeanne-Marie, avait pour père le prince Louis de Battenberg. Logan P. Arsal Smith habitait Saint-Léonard-Sferras, Chelsea, avec sa sœur Ali, première femme de l'honorable Bertrand Russell, lequel vivait non loin dans Sydney Street, avec Dora, sa seconde femme. Lady Ottoline Morel, qui songeait alors à quitter Garsington pour s'installer à Chelsea, était tenue responsable par Logan de la rupture du mariage de sa sœur et de Bertrand Russell avec lequel Lady Ottoline avait eu, en effet, une longue liaison tétée. So amisel annuel apuentia salué SEWambilocu alu apualu le putio asa 111 1 4 un alayota 1 SLOS appelu, ça le sa en AUSTM. Page 3 au point 1 total TTI UOSA UNUR 4 Oxnapadnopnradon 11.11 D.1 111 111 01 SAI 1 le El Siopule et Ojltiot Leo Isla 111 Sili El Trest Lal Casio Asit Sinorso A1 11 STS un SAGU 011 et Al Saint-Tite un Annoisi Azilel Anno Sect il soit du Irxna numéro 1 Sagno tu Vio OS1 un OW 11.11 Tilo tu itil.11111,111 NAS 9000 SITMRAN Beslu 1i.13 111 S Yatisu PID ISO.1 un NSTITIOSIO 31113e minimum SUE 01 111.1 I 111 à 111 en 1 jour limiana O1 XTUNINGE accent aigu sinupix 6A JE accent aigu ojo DTI 1
60111, 3, J'y suis allé au Ploès 76 TMMZ 8 secondes dimanche 17 mai Raymond, Mortimer, Télégraphie de Paris, lis l'instant TVLRSD c'est absolument splendide et une critique excellente. Direct tout à fait élogieuse du M2L dans l'observé, moins que 4 aucun critique vivant, etc. Mais si j'écris cela, ce n'est pas seulement par vanité, je consigne, comme une curiosité, le sort d'un livre. Le seul jugement sur mes décrets en tremblant. Chose de révélateur. Rentrons à l'instant, tous mes jours ici commencent de cette manière, dessus-ton. Oh, il fait un temps de plein été, si chaud que l'on ne peut marcher du côté au soleil, et tout Londres, même la Vendée Lambette qui pèle visiblement au soleil est en pleine métamorphose. Nous avons dû marcher péniblement sur une piste de mâche-fer, alors que de doux sentiers s'offraient à nous, que nous ne pouvions prendre parce qu'elle devait faire sa conférence dans un sanctuaire semi-religieux, avec des hymnes et des prières, plus un chapitre de la Bible. Tout suton semblait glorifier quelque chose, les accents doux et poignants d'une humaine, Moami par VW, vibraient autour de moi alors que j'étais assise, et j'en fus touchée et remuée. Le monde est si beau, c'est un don que Dieu nous fait, déclara le président qui avait l'air, le pauvre, de n'avoir jamais connu une once de plaisir dans sa vie. Le déroulement des choses me devient si familier que j'en arrive parfois à penser que l'humanité est une immense vague qui ondule, une même vague. Veux-je dire, même sentiment ici qu'à Richmond autrefois, je vous en prie. Vous prendrez bien un peu de thé, nous serions peinés si vous n'acceptiez pas notre hospitalité. En conséquence, nous acceptons, et l'on prépare le même étrange breuvage de fraternité humaine, et les gens paraissent les mêmes, plaisantent de la même manière et se plient à ces curieuses et superficielles conventions qui, si l'on songe qu'elles se perpétuent et s'étendent au monde entier dans la jungle, la tempête, la naissance et la mort ne sont pas superficielles, ni est bien plutôt profondes, je crois. Nous avons fait, pour un shilling, le trajet de retour sur l'impériale d'un omnibus, d'où l'on entrevoit, comme toujours, l'échappée des chemins, des cours de ferme, des ruisseaux qui persistent à courir entre les villas et derrière des routes carrossables, jaunies par le soleil ou noires. Dans l'omnibus, une petite fille demanda à sa mère combien il y a de pouces dans un mile. La mère me répéta la question. « Il faut que tu ailles à l'école ?» Et je dis, « C'est là qu'on te le dira mais elle va à l'école ?» protesta la mère. Elle a 7 ans, et lui, le bébé qu'elle avait sur les genoux, il y va aussi. Il a 3 ans alors je leur donnai les 2 biscuits qui me restaient, et la petite fille, voyez mon égocentrisme, avec ses yeux vifs et brillants et par son ardeur à assimiler tout l'univers me fit penser à moi, même posant des questions à ni amères. Nous vîmes Lambeth 39 et j'imaginais les ébats des ecclésiastiques dans le bocage, qui est très épais. Nous traversâmes Westminster Bridge, admirâmes les bâtiments du Parlement et leur aspect corrodé, dentelé, passâmes devant le cénotaphe, ce qui obligea LAVW à indiquer par erreur dimanche 16 mai. Le critique anonyme de l'Observé écrivait « Rares sont les livres, qui pourraient témoigner d'un plus grand bonheur, de vues plus variées et d'une intelligence critique aussi fine que le volume de Mrs. Wolfe. » La note concernant le 17 mai 1925 écrivit-elle, W dans son journal indique train jusqu'à Epsom, à pied Banstea, bus Sutton, discours école pour adultes. Retour bus Lambeth Place, entouré de son grand parc, a été le siège des archevêques de Canterbury depuis 1200 environ mi-1925 584 un compromis il garda son chapéan sur regagne la maison, rencontrant en CH avec queue de pie, chapeau melon et sapet ses pensées à dégradation donc il lève, lire la main, il la voyait non, connu, les genoux jusqu'à 8 W de l'anneau, malin noir équipé en parfait gentleman mis à pommeau d'or. Qu'est-ce qui occuportait le seau, évidente chaque fois qu'une main de singe sur le dessus, et couleur de chair au dedans. Hier nous avons pris le thé chez Margaret, dans sa nouvelle maison. Il y a 3 peupliers, et derrière eux Saint-Patyr. Mais je ne souhaite pas revenir vivre en banlieue. Là, je l'ai taquinée, elle en a fait autant de moi, et a pris cela un peu au sérieux, est devenue rouge, puis blanche, qu'on y me si le centre de son être n'était pas très consistant. Elle est dure avec Liliane, Harry, qui occupe les petites pièces et n'a pas la permission, se plaint amèrement, de planter des fleurs, parce que cela cause du souci à Margaret.
si bien que rien n'est fait dans le jardin, ce qui cause du souci à Margaret. Pour tous ces soucis, Margaret prend de l'étel Monsieur de 1142 et du Dickens. Pourquoi, demande-t-elle, les personnages de Dickens ressembleraient-ils à des êtres réels, puisqu'il est capable d'en créer lui-même? Critique qui ne manque pas d'intérêt, à mon avis. Nous nous sommes entendus à merveille. Surtout, je crois parce que je me suis montrée exubérante et écervelée, et j'aime beaucoup Margaret, j'ai de la peine pour elle aussi, car ne serait-ce pas épouvantable de me retirer, à 60 ans, de rester assise à contempler des peupliers, bien plus, elle m'a dit une fois qu'elle avait dû transiger avec elle-même, son père lui rendant impossible de se consacrer tout entière au travail, et maintenant elle a des regrets, j'imagine. Elle n'a pas vu grand-chose du monde et n'a jamais donné toute sa mesure. Liliane l'agace aussi, comparée à ce qu'elle aurait pu avoir. Mais après tout cela lui suffit. Le dîner ne va plus tarder maintenant, et il faut que je réponde à quelques-uns de mes admirateurs. Jamais je ne me suis sentie aussi admirée et donc demain des rebuffades viendront me remettre à ma place. Mercredi 20 mai 1943. Eh bien, Morgan est plein d'admiration. Voilà mon esprit débarrassé d'un poids. Meilleur que Jacob, dit-il. Il se montra avare de paroles, me baisa la main et, au moment de partir, me dit qu'il était terriblement content, très heureux, ou autre phrase de ce genre. Il pense, mais je ne veux pas ni lancer dans une critique détaillée. Il m'en dira davantage, et ceci ne touche qu'au style, qui est plus simple et plus courant cette fois. J'ai dîné chez les Sitwell. Edith est une vieille fille 44. L'idée ne m'en était encore jamais venue. Je la trouvais sévère, implacable et formidable, intransigeante dans ses selon l'usage les hommes devaient se découvrir en passant devant le cénotaphe, en signe de respect pour les soldats tombés au champ d'honneur. Margaret Llewellyn Davis, vieille et fidèle amie des Wolfe, voir 28 janvier 1923, note 29, de mime que pour Liliane Harry, venait de quitter la maison, qu'elle avait occupée avec son vieux père, mort à 90 ans, en 1916. Pour emménager un peu plus loin à Hampstead, dans Wedway 42, était-elle Monsieur Dell, 1881-1939, était une romancière romantique extrêmement populaire. V.W. se trompant sur la date, a écrit 18 mai. V.W. s'était rendu, sans L.W., qui dînait chez sa mère, à un dîner à Carlisle Square, Chelsea, offert par Osbert Sitwell, 1892-1969, son frère Sacheverell, 1897-1988, et sa sœur Edith, 1887-1964, qui était poète depuis la représentation de Fessade, voire plus haut, 13 juin 1923. Les Sitwell s'étaient taillé un beau succès d'excentriques et de poseurs dans la presse populaire et Noël Coward s'était inspiré de pour un sketch de revue. Les Wolves devaient publier un peu plus tard dans l'année l'essai d'Edith Sitwell. Poetry and Criticism juin 1925 585 Conviction. Eh bien, pas le moins du monde. Elle est, je crois, un peu tatillonne, très bienveillante, elle a des manières superbes et n'y rappelle un peu en fille, elle n'est plutôt jeune, non plus, à presque mon âge, est timide, portée à l'admiration, simple, pauvre et elle m'a inspiré plus de sympathie que d'admiration ou d'eff. Accent circonflexe et je n'en admire pas moins son œuvre, et c'est ce que je ne dirais d'à peu près personne. Elle a de l'oreille, n'y a pas de brosse à tapis, une veine satirique et une certaine beauté intérieure. Curieux comment se grossissent les personnages célèbres, comment se fabrique une personne affranchie de nos plaisirs et de nos travers. Mais Edith est humble. Elle a vécu seule dans un parc jusqu'à l'âge de 27 ans et ainsi n'a décrit que des images et des sons. Puis elle est venue à Londres et depuis essaie d'introduire un peu d'émotion dans sa poésie, toute chose que j'avais devinée et trouvée prometteuse. Puis avec quelle ardeur elle aspirait à écrire pour la Hogarth Press. C'était son ambition depuis toujours, disait-elle. Rien de plus accommodant, de moins impérieux qu'elle, à quoi s'ajoute une allure baroque, avec ses sourires de vieille fille facétieuse, ses yeux mi-clos, ses cheveux plats, ses mains délicates, ornées d'une grosse bague, et ses pieds étroits, sa robe de brocart, bleu et argent. Rien ne dénotait chez elle la rebelle, la pamphlétaire, la novatrice, mais bien plutôt la vieille fille victorienne de bonne naissance. Il va donc falloir que je la relise. Il y avait aussi Francis, Birrell, Raymond, Mortimer, Arthur, Wallet, 46,
plus un petit crapaud américain du nom de Town, qui s'imbiba d'alcool et devint alors presque tendre avec nous tous. Les 3 Sitwell ont beaucoup de classe, j'aime leur long nez, leur visage caricatural. Quant à la maison, Osbert est au fond un gentilhomme campagnard anglais, un collectionneur, mais de verres de Bristol, d'assiettes anciennes, de casiers à papillons victoriens et non de queue de renard et de bois de cerf. Ses appartements sont constellés de ce genre d'objets. Et il m'a plu, lui aussi. Mais pourquoi les croit-on tous audacieux et doués ? Pourquoi sont-ils tournés en ridicule dans les music-halls et par des journalistes à dessous la ligne ? Conversation peu animée, rien que des généralités bienveillantes après dîner. Francis, braillard, Wallet, sombre et réservé, et moi, fort prodigue de mes compliments. Demain paraît le sup, lit du tinte, ensuite. Là elle est entrée, venant me raconter ce qui s'est passé avec Air MacDonald à la réunion du Parti travailliste. Lundi 13 juin Banque Holiday. Et nous sommes à Londres. Rendre compte du sort de mes livres me paraît un peu fastidieux, mais les voilà lancés tous les deux. Mrs. D connaît un surprenant succès. Déjà 1070 exemplaires vendus. L'opinion de Morgan, je l'ai noté, puis Vitesse Ouest a montré quelques réticences, et Euphemia Caz, qui vivait avec sa sœur cadette, Jeannette Caz, l'amie de VW, autrefois son professeur de grec. Arthur David Wallet, 1889-1966, avait déjà publié plusieurs ouvrages traduits du japonais et du chinois. À cette époque-là, il appartenait encore à l'administration du British Museum. L'Américain était Charles Anson Towne, 1877-1949, romancier et éditeur qui, en 1925, fit un séjour en Angleterre au titre d'agent littéraire tout exprès pour y rencontrer des écrivains d'une certaine notoriété. Dans son livre So Far So Good, fort bien jusque-là, paru à New York en 1945, Towne raconte qu'invité chez Somerset Maugham, celui-ci lui avait demandé quels écrivains il souhaitait rencontrer. Je nommais Arnold Bennett et H.G. Wells, ils furent tous deux conviés, avec en plus, généreusement, pour parfaire mon plaisir, cet écrivain merveilleux qu'est Virginia Woolf. Il n'est pourtant question nulle part d'une rencontre entre Virginia Woolf et Somerset Maugham. Towne a manifestement fait une confusion. 588 juin 1925. Mes amis, mais je ne peux pas, elle est jalouse, voilà la vérité. Et la prochaine fois je le lui dirai, et la visite de Miss Mayor qui nous a troublés, toujours des gens quand nous donnons un dîner et nous recevions Vita, Edith Sitwell, Morgan, Hattie, Kitty et Avdous. Cette chère Vita m'offrit tout un buisson de lupins bleus et se montra très balourde et maladroite, tandis qu'Edith était semblable à une impératrice romaine, si typique, nettement découpée, arrogante, avec cependant un petit quelque chose de la Poissarde dans son humour un peu trop péremptoire quant à ses propres poèmes, un peu trop encline à des jugements sans appel, et toute frémissante de plaisir aux compliments de Morgan. Et il n'en a fait aucun à Vita qui, blessé, se cantonnait dans l'effet et cernait le silence comme un écolier à brouer. Lundi 8 juin, nous avons la journée la plus chaude de mémoire d'homme. Ne prenez pas cela au pied de la lettre, simplement il fait très chaud. Hier nous étions chez Karine J. avec Irène et fille Noël Baquet. J'ai grand sommeil, m'étant levé à 6h moins le quart pour décrire Irène. Elle s'est un peu épanouie, a un double menton, le nez fort et des pattes de mouette sur le sable autour de ses yeux qui sont toujours de ce bleu vert vif de la mer. Et elle a gardé la même façon d'être que jadis, sa sincérité, sa franchise, son idéalisme, l'amour de l'aventure, mais rien de tout cela n'est aussi séduisant qu'autrefois, car en fait elle s'est banalisée, elle a pris quelque chose de métallique, de discordant, elle a la voix claironnante et les joues trop rouges. J'ai dû lui paraître suspecte, de même que Bloomsbury, mais elle a rendu hommage à Léonard qu'elle trouve tellement bénéfique à Philippe. Et nous flairons là quelques machinations visant à faire de Phil un secrétaire aux affaires étrangères dans le prochain gouvernement travailliste. Lorsqu'elle aborda le sujet des paysans grecs, elle me plut davantage, et cet aspect-là peut conserver un certain charme. Mais elle parle sans fin, se fera un chemin avec une sorte d'implacable énergie dans tout ce qui gagne du terrain, aimerait, me semble-t-il, tirer les ficelles, tenir salon, et fréquenter les gens en vue. Mais elle proteste au contraire qu'elle a le succès en horreur et qu'elle voudrait bien qu'il ne contamine pas Phil. Elle voudrait aussi, j'imagine, être la maîtresse en titre de l'un ou de l'autre,
et ressent un certain dépit de ce que l'âge l'ait détrôné de ce poste familier, comme il n'est que trop évident. Elle a détourné la conversation sur le sujet de Desmond, comme toujours, et proclamé son horreur de faire du mal à Molly, une si belle personne, puis elle rendit elle à moitié faux en lui demandant ce qu'il pensait de la personnalité de chacun des hommes politiques. Flora MacDonald Mayor, 1872-1932, était l'auteur de The Rector's Doctée, la fille du recteur, que les Woolf avaient publié en 1924. Cas de Turin, Kitty, Leaf était la fille unique de Walter et Charlotte Leaf. Voir plus loin, 9 avril 1926, les mots entre parenthèses furent ajoutés par VW lorsqu'elle reprit son journal le 8 juin. Les Woolf passèrent le samedi et dimanche avec Adrien et Karine, dans leur cottage de l'Essex entre Thorpe-le-Socan et Welton-en-Denaz. Les autres invités étaient Irène et Philippe Noël Baquet. Irène, 1879-1956, était l'unique enfant et héritière de Frank Noël d'Archmetaga, chez qui VW et ses frères avaient séjourné lors de leur voyage en Grèce en 1906. Un certain attachement avait existé entre Irène Noël et Desmond McCarthy, voir VW, journal, 27 janvier 1918. Mais en 1915, Irène avait épousé Philippe Baquet qui, outre de brillantes études, s'était fait une réputation d'athlète à Cambridge. Depuis 1924, il était professeur de relations internationales à l'Université de Londres. Il briguait une élection au Parlement dans l'intérêt du parti travailliste et devait être élu. En effet, en 1929 juin 1925 589 non, elle n'a pas bien vieilli. L'argenture s'est usée, et l'on ne voit plus guère que le vulgaire fer blanc qu'elle recouvrait. Il va sans dire que j'ai été assailli par quelques vagues de l'émotion d'autres Edby, surtout au son de sa voix et à la vue de ses mains, des mains qui évoquent la maternité, sans doute, mais la plupart du temps, je me suis senti tout à fait à plat, incapable de regonfler quoi que ce fût, et par conséquent mal à l'aise. Et ce malaise fut encore aggravé par le pays sordide de l'East End, le chuchotement de la femme à la gorge balafrée, la marche épouvantable sur la route brûlante au retour. Et puis le taxi ne s'est jamais montré et nous avons dû passer une autre soirée à la même enseigne, à écouter ce brave Phil, ce Phil au cœur pur, imbu de ses principes, de sa compétence et de son athlétisme. Faire la lecture à haute voix à Irène jusqu'à une heure indue. Dimanche 14 juin, je l'avoue pour ma courte honte. C'est dimanche matin peu après 10h et je suis en train d'écrire mon journal au lieu d'un roman ou des critiques, et cela sans autre excuse que mon état d'esprit. Mais après avoir terminé ces 2 livres, je ne peux me concentrer aussitôt sur un nouveau, et puis les lettres, les conversations, les critiques, tout cela a pour effet de dilater de plus en plus la pupille de mon esprit. Je ne peux me fixer sur rien, ni m'appliquer ni rentrer en moi-même. J'ai écrit 6 petites nouvelles, les ai griffonnées à la va-vite et j'ai pensé, trop nettement peut-être, à la promenade au phare. Mes 2 derniers livres ont eu du succès jusqu'ici. On a vendu plus de Dalloway ce mois-ci que de Jacob en un an. Je crois qu'il est possible d'arriver à 2000 exemplaires. Le commun rapporte cette semaine. Et je suis discuté à n'en plus finir et avec gravité par de vieux messieurs. Une dame de 50 ans, vigoureuse, massive, aux yeux bleus pâles, du nom de Cartwright, souhaite succéder à Murphy, et Murphy souhaite rester. Comme les gens ont envie de travailler. Quel attrait prodigieux possède ici-bas la plus petite somme d'argent. Mais quant à savoir quelle sera la solution et comment la trouver, je l'ignore. Là, je m'incline devant Léonard avec une vénération sans borner, à vrai dire, puérile. D'une manière ou d'une autre, il réglera tranquillement et fermement la question, tandis qu'Angu et moi vacillons et tergiversons. Me suis réveillé ce matin assez déprimé parce que Mrs. D ne s'est pas vendue hier, parce que Peter, Lucas, 16, et Léon Poway, Noel et Restrachet sont venus le soir, ce qui m'a demandé un grand effort, et que l'on n'a pas daigné me faire un seul compliment, parce que j'ai dépensé une livre pour un collier de verroterie, que j'avais mal à la gorge et le nez coulant comme une fontaine, que j'étais plutôt mal en point, donc, et alors je suis allé me blottir au plus profond de ma vie, c'est-à-dire de cette entière confiance qui existe entre elle et moi. Et là j'ai trouvé toute chose. Mrs. Cartwright succéda effectivement à Bernadette Murphy en juillet et resta à la Hogarth Press jusqu'au 31 mars 1930. Frank Lawrence, Peter, Lucas, 1894-1967, faisait partie des apôtres et enseignait à Cambridge.
mais c'était aussi un écrivain prolifique. Éléan Powey, 1889-1940, historienne, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge, avait fait ses études et enseignait à Girton. Elle était alors lectrice en histoire économique à l'Université de Londres. Elle dîna avec Peter Lucas chez les Walpole et rejoignirent ensuite Oliver Strachey, le frère de Lytton, et sa seconde femme Rachel, Ray, sœur aînée de Karine Stephan qui avait été rédactrice en chef du Wanted Leader et était présidente du Women's Service Bureau 590 juin 1925. Si satisfaisante et paisible que j'ai repris vie et pu prendre un nouveau départ me sentant complètement protégée. La prodigieuse réussite de notre vie est bien cachée au regard ou plutôt elle réside dans des choses si ordinaires que rien ne peut l'atteindre. Et donc si je trouve du plaisir à une promenade en omnibus jusqu'à Richmond, à m'asseoir sur le gréement pour filmer une cigarette, à récolter le courrier dans la boîte, à faire prendre l'air aux marnottes, à peigner Grisi, à confectionner une glace, à ouvrir une lettre et à demander, assise tout près de elle après le dîner, es-tu dans la stalle, frère voyons, qui aurait le pouvoir de troubler ce bonheur. Là un bonheur qui abonde dans chaque journée par la force des choses. Si prononcer des discours était nécessaire à notre bonheur, ou gagner beaucoup d'argent, ou être invité à des réceptions, ce qui en remet en mémoire l'abominable soirée d'Otoline 18, l'autre soir. Quelle mouche m'a piqué pour que je passe tout mon temps à m'entretenir avec elle en raie. C'est un peu que la surabondance des jeunes gens me met légèrement mal à l'aise. Je ne suis vraiment pas douée pour faire une célébrité. Étant donné ma vanité, j'en suis venue à être un peu cynique maintenant. Sinon pourquoi priserais-je aussi peu l'admiration des Turnés, des Kitsch à 19 et de Gator Nardi? Une femme vous témoigne une sympathie beaucoup plus chaleureuse. Elle reste entourée partout de sa propre atmosphère, et des talents d'hôtesse que pouvait avoir